conférence, on va plus être un petit atelier. On va avoir l'occasion d'aborder un petit peu tout ce qui est du domaine des pierres et des méthodes de protection. Et essentiellement donc, pour apprendre à voir de quoi est-ce qu'il nous protège réellement et comment ça fonctionne. Parce que malheureusement, c'est vrai que quand vous ouvrez les bouquins de propriété, vous regardez un petit peu les propriétés qui sont affichées sur les étals des vendeurs, etc., vous avez l'impression que tout protège de tout. C'est ça, enfin, vous avez n'importe quoi, il y a des voleurs chez vous, vous mettez une petite pierre devant votre porte, c'est bon, il n'y a plus de voleurs, il n'y a plus rien, plus de soucis. Il y a retardataire. Donc, on va essayer de voir un petit peu ensemble, tout simplement de remettre les choses au point pour être en mesure de mieux comprendre comment ça fonctionne, comment les utiliser correctement et dans quelles circonstances. Alors, étant donné qu'on a un petit peu de temps, ce que je vous propose, on va faire déjà à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure vraiment, où je vais vous expliquer un petit peu tous les principes. Et puis après, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, comme ça ce sera peut-être plus simple, parce que j'ai tendance sinon à partir à répondre aux questions, et sinon ça va durer 2 heures, donc on va pas s'y retrouver. Si néanmoins il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à lever la main, je vous l'expliquerai, parce que sinon vous allez voir que ça va être rapidement compliqué. Alors, on parle des pierres de protection. Pierres, métaux. Déjà, de quoi ça protège? Parce que ça, clairement, ça fait partie des premières interrogations qu'on peut avoir. La première chose, bien souvent, c'est qu'on parle d'énergie négative. On va essayer déjà un petit peu de rapidement expliquer également de quoi il s'agit. Alors, énergie négative. Généralement, sous ce terme un petit peu générique, on va désigner tout ce qui est du domaine des pensées néfastes. Vous avez des gens qui ne vous aiment pas beaucoup, vous avez vos voisins. N'hésitez pas à venir vous installer, il n'y a pas de souci. On va avoir des personnes qui ne nous aiment pas vraiment, on va avoir ce genre de choses. On va caractériser ça comme de l'énergie négative. Ça marche aussi, par exemple, quand vous êtes dans une habitation et que vous avez des réseaux telluriques qui passent en dessous. Vous savez un petit peu par exemple le principe du réseau Hartmann. Je ne sais pas si ça vous parle un peu, si vous êtes familier de ces concepts-là. Il y en a qui parmi vous qui n'ont jamais entendu parler de ça? Je me reprends. Donc, tout ce qui est énergie négative, c'est tout ce qui va être, on va être dans des principes énergétiques qui vont avoir une influence néfaste sur nos vies. En gros, c'est un petit peu le principe. L'énergie négative, on la divise en 2 parties. Ce qui est du domaine de l'énergie toute seule. Premier point. Cette petite distinction. Cette petite distinction, énergie toute seule, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bien souvent, le concept d'énergie négative est une conception un petit peu manichéenne. On va juger du côté c'est bien ou c'est mal en fonction de notre propre ressenti, de notre propre vécu. Bien souvent, le domaine de l'énergétique est quelque chose de neutre. Je vous parlais il y a 2 secondes du réseau Hartmann. En soi, le principe du réseau Hartmann, c'est pas que ça va balancer une énergie qui est néfaste par nature, c'est surtout qu'il y a une remontée tellurique qui fait qu'il va y avoir des grandes quantités d'énergie qui vont remonter en un seul endroit et le corps humain n'est pas apte à pouvoir les gérer correctement, il n'est pas en mesure, si vous voulez, de pouvoir le supporter. Et donc, c'est quelque chose qui va avoir des conséquences néfastes sur notre santé. D'accord? Donc, on est sur vraiment un problème énergétique, mais de quantité d'énergie. Et on a, d'autre part, ce qui est du domaine donc, du négatif, qu'on appelle une charge. Je ne sais pas si on arrive à vraiment bien voir. Qui est en fait une information qui est néfaste. Prenons un exemple tout simple. Votre voisine vous déteste, elle pense du mal de vous en permanence, elle est médisante, etc., etc. Bref, vous avez la chance de vivre avec des super voisins. Constamment, elle va vous balancer ce qu'on appelle une charge négative. L'énergie est un support, je vous le disais, c'est neutre. Donc, elle va véhiculer des informations
distinction, qu'on oublie souvent de faire, elle est très importante parce que vous allez voir qu'on ne se protège pas de ces deux phénomènes de la même manière. Mais il n'y a pas que de ça, bien souvent, quand on parle vraiment de protection, on va aussi songer à d'autres phénomènes, par exemple protéger au niveau de la santé. On va penser à se protéger, par exemple, des influences électromagnétiques. Ça, c'est aussi quelque chose qui occupe beaucoup actuellement, tout ce qui est ondes Wi-Fi, toutes ces choses-là. On va avoir tout ce qui est protection, par exemple, quand vous regardez les anciennes légendes, etc. Par exemple, vous savez, les marins adoraient l'aigle marine parce que c'était censé être une pierre de protection, justement, qui évitait le naufrage des bateaux et des marins. Énormément de choses comme ça. Donc, face à quoi qu'est-ce qu'on peut réellement attendre des pierres et des métaux? Alors, comme je vous le disais, malheureusement, il y a beaucoup d'influences qui sont du domaine de la superstition. L'aigle marine est un bon exemple de ça, dans le sens où, bien qu'il y ait une véritable influence, on va dire, de la pierre, en soi, c'est essentiellement parce qu'elle était de couleur eau et qu'on a créé toute une mythologie autour de cette pierre, qu'on lui a attribué des propriétés de protection dans le cadre des marins. D'accord? Ce n'est pas une propriété intrinsèque réelle de la pierre. On va avoir tout ce qui est donc, je vous disais, électromagnétique. Là-dedans, on place donc également tout ce qui est courant Wi-Fi, etc. Est-ce que vous voyez d'autres choses également? Parler de la santé. Vous avez également tout ce qui est mauvais œil. Le mauvais œil, on le classe dans l'énergie négative. C'est un principe de charge. D'accord? Donc tout ce qui est, par exemple, se protéger du mauvais œil, se protéger des envoûtements, des choses comme ça, on va le classer dans l'énergie négative. On va s'intéresser essentiellement, là, durant cette petite heure, à la première partie, pour une raison toute simple. La protection de la santé, ça relève de la lithothérapie à proprement parler. On va être dans le cadre de l'usage des pierres, non pas pour se protéger de tout, mais pour éviter, pour du moins on va dire plutôt, essayer de renforcer votre corps pour éviter qu'il y ait des choses qui puissent survenir. Dans le sens où, un petit peu à la manière de la médecine chinoise, on n'est pas là pour essayer de guérir véritablement, mais on est là pour essayer de prévenir. Vous savez, dans la médecine chinoise, un bon médecin chinois, donc un bon acupuncteur, c'était quelqu'un qui faisait en sorte que ses patients ne tombent jamais malades. S'ils tombaient malades, c'est que c'était un mauvais médecin et donc en général, il finissait un peu raccourci. Donc, le domaine de la santé, ça, je laisse ça à d'autres, je pense qu'il y a pas mal de conférences sur le sujet. On va éviter de trop le traiter. On va s'intéresser essentiellement à l'énergie négative et l'électromagnétisme. Donc, on va commencer déjà par tout ce qui est énergie négative. Donc, énergie et charge néfaste. Bien précis. Alors, est-ce que vous connaissez des pierres de protection? Des pierres, des métaux? Est-ce qu'il y a des choses qui, tout de suite, si je vous parle d'une pierre de protection, est-ce qu'il y en a une qui vous vient en tête? L'œil de tigre. L'œil de tigre. Quoi d'autre? Tourmaline noire pour maléfique. Tourmaline noire. Ouais. D'autres? La chantilly, en l'occurrence, petite. D'autres? Obsidienne. Obsidienne. Il y en a encore une qui vient de venir. Ah ouais. Déjà que j'écris mal de base, alors il y a un stylo qui marche pas bien. Bon. Alors, là, on a actuellement 5 des pierres les plus communes utilisées dans le cadre de la protection. Généralement, on vous dit ça protège. Génial, débrouillez-vous avec ça. Le problème, c'est que là-dedans, déjà certaines protègent plus ou moins, d'autres protègent contre certaines choses, mais pas forcément pour tout. Et puis surtout, leurs actions sont très différentes.
Prenons un exemple tout simple. Tourmaline noire, obsidienne. Vous-même, probablement, quand vous êtes au moment de devoir choisir une pierre pour la protection, vous vous dites pourquoi se contenter d'une pierre alors qu'il y en a plusieurs qui peuvent protéger, quitte à faire, pourquoi pas essayer d'en mettre plusieurs ensemble. C'est vrai que paradoxalement, ça paraît plutôt logique, je veux dire. Vous savez, c'est un petit peu le principe, plus on cumule de choses pour se protéger, plus ça devrait être efficace. Dans le principe, ça pourrait l'être, à la condition qu'on soit sur des pierres qui agissent de la même manière, et pas qui agissent en opposition. Je prends spécifiquement la tourmaline noire et l'obsidienne pour vous expliquer le souci. La tourmaline noire, c'est une pierre qui est dite absorbante. C'est-à-dire qu'en fait, elle absorbe tout ce qui se trouve dans l'environnement, tout ce qui peut être de l'ordre de l'énergie résiduelle ou de la décharge néfaste. Elle va tout absorber. Une autre pierre un petit peu qui fait la même chose, c'est la halite, c'est-à-dire le gros sel. Vous savez, le sel de mer. Même principe. À l'inverse, l'obsidienne est ce qu'on appelle une pierre répulsive. Et plus ça va, moins c'est-à-dire qu'en fait, elle va repousser tout ce qui peut venir se confronter à elle. Alors on va faire un petit schéma pour bien comprendre. Vous avez votre pierre, très belle pierre. Et vous avez quelque chose qui vient de l'extérieur. Hop. Bon. Voilà. En gros, quand vous avez une énergie néfaste qui va arriver sur vous, qui portez votre pierre, la tourmaline noire, ça va rentrer et ça va rester à l'intérieur de la pierre. L'obsidienne, ça va arriver, sauf que c'est une pierre répulsive, c'est-à-dire qu'il y a une aura qui est très très dense. Résultat, ça va être repoussé. Ça, c'est les deux principes de base, absorption et répulsion, qui sont liés directement à l'émission de la pierre et à sa capacité d'absorption. Vous voyez qu'on a un phénomène qui est complètement opposé l'un à l'autre. Qu'est-ce qui se passe si on s'amuse à mettre une obsidienne et une tourmaline l'une à côté de l'autre? On va se dire c'est génial, on bénéficie des deux. Extra. Sauf que dans la réalité, c'est un peu moins simple que ça. Pour un exemple tout simple, votre pierre, ou plutôt on va dire vos deux pierres, sont l'une à côté de l'autre. Ou même, on va dire, un petit peu disparates, peu importe où vous les mettez. Il y en a une qui va être tentée d'aspirer la chose, et l'autre qui va être tentée en même temps de la repousser. Sauf que, bonjour, mais bien sûr, n'hésitez pas, je vous en prie. Sauf que, le fait qu'il y ait une opposition dans les actions fait que ce qui va se passer, c'est que l'énergie, elle va passer au travers de tout le monde. Elles vont pas faire, il y a une grande partie, il y a une petite partie qui va être absorbée, une petite partie qui va être rejetée, et le reste, qui ne sachant pas trop en fait ce qu'il doit faire, va être influencé par les deux phénomènes qui s'opposent et va traverser. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez tout. Donc, autant dire que mélanger une pierre absorbante et une pierre répulsive, ça équivaut à ne rien faire du tout. D'accord? Alors, on a ici donc vu deux pierres qui sont des pierres majeures, hein, tourmaline noire et obsidienne. Alors, quand on parle d'obsidienne, on va plutôt parler des obsidiennes. Tout ce qui est... quand on parle d'obsidienne, disais-je, on parle essentiellement d'obsidienne noire. Donc obsidienne noire, c'est-à-dire noire, dorée, argentée. Aujourd'hui, il y a celle à lamelles. Et œil céleste, donc arc-en-ciel. Ces pierres-là ont un très fort indice de répulsion. On est sur une capacité d'émission qui est de l'ordre de 95%, contre 5% d'absorption. Donc en gros, ça veut dire que c'est une pierre qui ne va pratiquement rien absorber. Vous savez, il y a des principes de purification, il faut purifier ces pierres de temps en temps, mais bon, en général, les uns vous disent un message, les autres un autre, et on ne sait pas trop à qui se fier ou à bien comprendre pourquoi, comment. Alors je ne vais pas refaire une conférence sur la purification, juste comprendre que 95%
50% d'émissions, ça veut dire qu'en gros, il y a très peu de choses qu'elle va absorber. Donc c'est une pierre qui aura besoin d'être purifiée une fois de temps en temps, puisqu'il y en a quand même 5 d'absorption, mais on va dire avec une faible régularité. Avant qu'elle se charge véritablement, ça prendra beaucoup de temps. A l'inverse, la tourmaline noire, on est sur à peu près du 90-10. Attendez, sauf que là, vous gardez le même schéma, on va faire l'inverse. Hop, si on parle des 95, voilà. C'est une pierre très absorbante, qui va avoir le besoin d'être purifiée régulièrement. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà porté de la tourmaline noire, sur vous en pendentif par exemple? Ouais. Si vous la laissez se charger pendant très longtemps, ou qu'elle prend vraiment, qu'elle va absorber en un temps très court beaucoup de choses, votre pierre, elle se casse. Vous avez déjà peut-être vu ça. Moi je sais que c'est actuellement la raison pour laquelle j'en porte plus, c'est que bien souvent, elle finit par se fracturer, sans que vous fassiez rien. Simplement, l'accumulation fait qu'à un moment, la pierre finit par lâcher, parce qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir emmagasiner plus d'une certaine quantité, et si on tente de continuer à le faire, la quantité qu'elle redégage, c'est-à-dire qui va en fait s'échapper de la pierre, est inférieure à la quantité qu'elle va tenter d'absorber, et elle finit par être en trop plein, et donc elle éclate. Un petit peu comme une bouteille que vous rempliriez d'eau, que vous mettez au congèle, et quand vous la retrouvez le matin, elle est éclatée. C'est exactement le même principe. Alors, nos pierres de départ, on a vu tourmaline noire absorbante, obsidienne repulsive, qu'est-ce qu'il en est pour les autres? Est-ce que vous connaissez un petit peu les effets dont on vous parle quand on parle de l'huile de tigre, par exemple, et des labradorites? Qu'est-ce qu'on vous dit à ce niveau-là? Vous avez déjà entendu les explications sur pourquoi est-ce que ça protège? Non? Non. Non. L'œil de tigre et la labradorite sont censés avoir des effets miroirs. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est censé renvoyer. C'est censé donc être des pierres répulsives, uniquement. Mais, c'est pas tout à fait le cas. L'œil de tigre, on va déjà commencer par elle. Vous avez bien tout noté, parce qu'il y a une interrogation écrite à la fin. Alors, l'œil de tigre. L'œil de tigre, c'est une pierre qu'on adore, en général, pour une raison toute simple. C'est une pierre qui protège, qui est censée protéger du mauvais œil. On peut en dire qu'aujourd'hui, à notre époque d'individualisme, c'est la pierre qu'il vous faut impérativement chez vous pour éviter bien des problèmes. L'œil de tigre, elle n'agit pas exactement. C'est une pierre répulsive. Alors, elle n'est pas hyper répulsive non plus. On est à peu près vers, je ne vais pas vous dire d'annerie, je n'ai plus en tête exactement, mais on est vers 70-30. Donc, c'est-à-dire que c'est une pierre qui absorbe quand même pas mal, mais qui repousse également pas mal. Seulement, elle a une méthode d'action qui est un petit peu différente des autres. Je vous disais tout à l'heure, on a une action énergétique qui varie. Mais, paradoxalement, la plupart des choses vont ni être absorbées, ni être repoussées. C'est-à-dire qu'au lieu de venir s'insérer dedans, ou d'être purement repoussée, il y en a un petit peu, puisqu'elle est un petit peu répulsive et un petit peu absorbante, mais il va se passer un autre phénomène. C'est comme si c'était plus rien. Ça va continuer son chemin. Et par un biais qui est relativement classique, c'est-à-dire que tout est une. Quand on fait une action énergétique, que ce soit du magnétisme, que ce soit un rituel en magie, que ce soit de n'importe quel type, c'est une boucle. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis un praticien, j'envoie de l'énergie envers quelqu'un, par exemple qui a besoin d'un soin, qui ne va pas bien, etc. J'envoie une quantité d'énergie, si je ne cible pas correctement la personne, je fais ça à distance, je n'arrive pas à la toucher, ça va revenir naturellement. Ça peut être dans 2 jours, ça peut être dans 6 mois, mais ça va revenir. La quantité d'énergie qui aura été propagée va nécessairement, à un moment ou à un autre, revenir à son expéditeur. C'est pour ça que, par exemple, dans certaines traditions, on parle de retour, vous savez, en magie, quand ça n'atteint pas la cible, qu'on fait des actions qui sont mauvaises, etc. On parle d'un retour. C'est pas juste une notion, on va dire, manichéenne, écoutez, si tu fais des choses pas bien, attention, le petit Jésus te punira. Non, c'est vraiment quelque chose qui, en magie, a un sens, parce que tout fonctionne selon une boucle. En gros, vous avez l'opérateur qui est ici. Il est super bien. Yeah.
balance de l'énergie, il vise sa cible qui est là. Quand ça touche, si ça touche complètement, il n'y a plus rien qui rentre, puisque tout a été absorbé par l'utilisateur, enfin par la cible, excuse-moi, par le destinataire, et puis si plus ou moins il ne réussit pas terrible ou qu'il se rate, hop, ça revient naturellement. L'œil de tigre, je vous disais, on dit que c'est un effet miroir, mais on fait souvent la précision, c'est un effet qui renvoie à l'expéditeur. Ça ne renvoie pas. Seulement, la particularité de l'œil de tigre, c'est que ça masque la personne qui le porte dans cette espèce de chaîne énergétique. C'est-à-dire qu'en gros, la personne va vouloir vous envoyer quelque chose, mais c'est comme si ça ne pouvait pas vous trouver. Et donc, tout simplement, ça retourne à son expéditeur de base. D'accord? C'est un phénomène qu'on connaît bien. En magie, notamment, c'est un phénomène auquel on est régulièrement confronté. C'est pour ça que la plupart des actions, justement, pour se protéger vraiment des rituels, des choses comme ça, visent avant tout, non pas à se protéger uniquement en restreignant l'action que peut avoir un rituel, mais bien en faisant en sorte de créer une forme d'invisibilité énergétique qui fait qu'en gros, on n'est plus la cible. C'est un petit peu le même principe, si vous avez déjà entendu parler des rituels de campagne, vous savez, les anciens sorciers, ce qu'ils faisaient pour être sûr de ne pas prendre le retour, ils transféraient tout sur une plante. C'est-à-dire qu'en fait, c'était la plante qui devenait en gros l'opérateur. Ils se substituaient, ils mettaient une plante à la place, ils faisaient « Ah, c'est lui qui a balancé l'énergie, donc en gros, quand ça va revenir, ce sera pour lui, c'est lui qui va tout prendre. » Ça pouvait être une plante, ça pouvait être des crapauds, vous savez, dans des bouteilles, dans des choses. Ils avaient beaucoup d'idées très glauques à l'époque. Donc, voilà le principe de l'œil de tigre. Donc, c'est une pierre vraiment très pratique parce que quand vous avez une voisine qui est très désagréable, qui est vraiment mauvaise, etc., en gros, elle va juste finir par se reprendre tout ce qu'elle peut essayer de vous faire de mal. Donc là, pour le coup, on a envie de dire c'est presque une forme de justice. Mais, il y a un deuxième cas, la labradorite, qui est également une pierre à reflet, et qu'on dit également être une pierre miroir. Sauf qu'elle n'agit pas comme l'œil de tigre. Oui, parce que sinon ce serait trop simple. Donc, la labradorite, elle a une particularité, c'est pour ça qu'on dit généralement qu'elle est la pierre des thérapeutes. Parce que, on va voir la personne, l'opérateur. Bon, généralement, l'opérateur, là, c'est surtout le patient. Pas de bol, mais malheureusement, quand vous avez un patient, naturellement, s'il ne va pas bien, s'il a des soucis, etc., il va les propager autour de lui par le principe de charge dont on parlait tout à l'heure. Il va émettre. Donc si vous êtes en train de le soigner, etc., généralement c'est vous qui récupérez tout. Mais grâce à la labradorite, il se passe un petit phénomène qui est super intéressant. Normalement, ça devrait faire une boucle. C'est ce qu'on a vu il y a quelques instants. Je vous dis avec l'œil de tigre, hop, ça vous masque, donc ça fait que ça propage la boucle et ça retourne à la personne du départ. Vous vous doutez bien que pour un thérapeute, c'est pas très cool de faire en sorte que son patient qui va déjà mal se reprenne dans la tronche ou ce qu'il envoie de manière involontaire. Ce serait pas très professionnel, on va dire. Par chance, la labradorite, elle n'agit pas comme ça. La labradorite, elle va véritablement agir comme une forme de miroir, mais plus comme une forme de miroir qui est décalée. C'est-à-dire, vous savez, quand on projette un rayon, vous savez, les petits lasers et tout comme ça, si vous mettez contre une paroi réfléchissante, ça ne va pas revenir directement vers vous. Pour peu que ce soit légèrement incliné, ça va partir ailleurs. Ça va se disperser. Et là, c'est exactement ce qui se passe avec la labradorite. Quand vous allez mettre une labradorite, naturellement, la plupart des choses qui seront émises seront redirigées vers l'extérieur. D'accord? Alors, j'insiste tout de suite, rediriger vers l'extérieur, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre dans la tronche. Néanmoins, c'est pas impossible non plus. C'est le genre de choses également à prendre en considération. Quand il s'agit de charges, on va dire pas très graves, etc., c'est une bonne solution parce que, imaginons, votre patiente, elle est en train de divorcer, ou elle a des soucis, elle va pas bien, elle a un cancer, elle est en train de déprimer, ça va pas. Ça se comprend, on ne peut pas vraiment lui en vouloir de ça. Vous allez mettre une labradorite, ça fait que déjà vous allez vous épargner ça, ça ne va pas rester dans l'environnement non plus, ça va être redispatché, c'est-à-dire qu'en fait, le flux énergétique va continuer son chemin. On va dire qu'une grande partie de la charge va se perdre dans l'environnement. Si vous restez dans un espace clos, généralement, la charge va finir par s'inscrire dans les murs, vous savez, c'est ce qu'on appelle les mémoires, les fameuses mémoires. Mais par chance, dans l'environnement, les rares cas dont on sait qu'une charge artificielle ne peut pas prendre le pas sur des charges naturelles,
où une charge artificielle ne peut pas prendre le pas sur une charge naturelle, c'est dans l'environnement. Dans l'environnement, la présence d'émissions, on va dire, de tout, c'est-à-dire les plantes, les arbres, les fleurs, la terre elle-même, l'énergie tellurique, etc., tout ça va avoir tendance à dissiper au fur et à mesure les charges artificielles, donc notamment, quand on parle de charges artificielles, on parle de toutes ces charges néfastes, positives au final, qui sont créées volontairement ou involontairement par l'être humain. Donc, si vous avez la chance de vivre, par exemple, plus ou moins à la campagne, etc., ça veut dire qu'une fois que vous aurez mis votre labradorite, ce sera dispersé, ce sera terminé. Et il ne sera rien derrière. La charge, elle sera peu à peu détruite et remplacée par autre chose. Par contre, c'est sûr que si vous vivez en plein milieu de Paris, là, il y a des chances que ça finisse, donc ça va ressortir, c'est certain, vous n'aurez pas de soucis. Par contre, il y a des chances que ça vienne contaminer un peu plus l'environnement. Maintenant, j'ai envie de dire que si vous habitez Paris, pas sûr que vous voyez beaucoup la différence par rapport à l'ambiance énergétique qu'il y a déjà là-bas. D'accord? C'est un petit peu le principe. Les endroits qui sont des espaces clos sont toujours plus à même de pouvoir se charger facilement que des endroits qui sont grands et aérés. C'est d'ailleurs l'un des gros problèmes des grandes villes qui, au fur et à mesure, posent pas mal de problèmes. Alors, là déjà, on a vu des fonctionnements différents. La chaîne Git, c'est un cas un peu particulier. Parce qu'on manque de recul sur son étude. Il faut savoir qu'il ne fait pas très longtemps qu'elle est sortie. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont dites dessus. Il y a un énorme discours marketing très agressif autour de cette pierre. Et donc, on a encore du mal à vraiment savoir ce qui est du domaine de la pierre elle-même et ce qui est du domaine de l'égrégore qui est autour, c'est-à-dire de la construction intellectuelle et énergétique qui s'est posée dessus. Tout porte à penser que c'est une pierre qui est fortement absorbante, contrairement à ce qu'on en raconte. C'est-à-dire qu'on serait probablement sur un 60-40. Donc 60% d'absorption et 40% d'émission. Ça en ferait une pierre qui se rapprocherait, qui serait un intermédiaire entre la tourmaline noire et l'obsidienne. Ça expliquerait pourquoi est-ce que si on en met à certains endroits, par exemple dans la nature, elle va être en mesure de pouvoir rediriger. Et d'un autre côté, ça expliquerait aussi pourquoi est-ce que malheureusement, si on la laisse à l'intérieur, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, elle se charge. Donc, c'est une pierre pour laquelle il manque un petit peu de recul vraiment pour pouvoir avoir des certitudes à ce sujet-là. C'est pour ça que c'est une pierre que j'ai tendance à conseiller avec parcimonie dans le cadre de la protection. Elle a des actions purificatrices sur certains points, c'est effectivement une pierre qui peut être très intéressante, mais dans le cadre de la protection, on a vu pas mal de cas où des gens portaient et avaient pas mal de conséquences néfastes. Donc j'aurais tendance à conseiller quand même de rester sur les 4 grandes classiques. C'est toujours préférable. Alors, il n'y a pas que ces phénomènes-là. On a vu, là, en l'occurrence, plusieurs phénomènes. On a vu absorption, on a vu répulsion, on a vu donc le fait l'invisibilité, entre guillemets, alors nous on l'a eu même, peut-être pas très bien, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et on a vu ce qui pourrait se rapprocher d'une forme de répulsion, mais pas tout à fait, pas exactement à la manière d'une obsidienne. On va appeler ça l'effet vraiment mieux. Mais c'est pas les seuls. Et là, c'est là que, déjà, rien qu'avec ça, je pense que vous comprenez toute la difficulté de dire bah, c'est une pierre de protection. Non, chaque pierre agit d'une certaine manière dans le cadre d'une protection et donc ne s'utilisera pas forcément de la même manière. Il y a des pierres, mais également donc, des métaux. Comme le plomb. Le plomb, alors ça, c'est vrai qu'en lithothérapie, on n'utilise pas des masses. Mais en magie, c'est un outil, vraiment, c'est un métal qu'on utilise énormément pour la protection. Le plomb, c'est un super outil de protection qui en soi n'a pas des propriétés fantastiques au point de vue émissive et absorbante. On n'est pas sur des caractéristiques qui s'étudient vraiment à ce niveau-là parce que tout simplement, étant donné que c'est un métal très très dense, il y a très peu de dégagement énergétique. Par contre, il a une particularité très intéressante qui se retrouve par chance également dans d'autres domaines, et notamment celui plus classique, électrique, etc. On le dit imperméable ou hermétique. Il est imperméable. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez votre plaque de plomb.
dû à l'aura du métal, mais bien dû au fait que l'énergie ne peut pas le traverser. Alors, c'est pas tout à fait vrai quand même, dans le sens où une partie de l'énergie peut bien sûr traverser le plomb, sauf que la pénétrabilité du plomb au niveau énergétique est extrêmement faible. Donc soit il faudra des mois et des mois pour qu'une action traverse, soit si vous avez une épaisseur suffisante, il faudra des siècles pour le faire. Donc en gros, on considère que rien ne traverse une plaque en plomb. Si vous avez eu l'occasion de vous intéresser plus ou moins aux anciennes mythologies ou aux anciennes techniques de protection, etc., notamment en Égypte, et également dans le cadre religieux, les anciens mages, etc., Perses notamment étaient un grand fan de ça, ils faisaient des plaques de plomb, qui faisaient 1 demi-centimètre d'épaisseur, qui portaient au niveau du plexus solaire, à peu près entre le nombril et le plexus, devant et derrière. Et ça suffisait à protéger de pratiquement toutes les attaques dont ils pouvaient être victimes. Pour une raison simple, imperméable. Il faut savoir que la plupart des actions énergétiques passent par le plexus en entrant. C'est-à-dire qu'à moins que vous soyez en contact direct avec la personne, et auquel cas, là par exemple, si vous l'avez, quand vous êtes avec une personne, là, vous pouvez très bien, au niveau de la tête, au niveau des épaules, n'importe où. Mais par contre, quand on est sur une action à distance, l'énergie, il faut bien qu'elle rentre quelque part. Et elle ne rentre pas directement par l'épaule, elle passe par le plexus d'abord. Et ensuite, elle se répartit en direction de l'endroit qui peut avoir potentiellement été visé quand dans le cadre d'une action qui est volontaire. D'accord? Donc, se protéger simplement au niveau du plexus solaire, c'est un très bon moyen pour être tranquille. Ça permet de se protéger. C'est donc une bonne solution également pour se protéger pour les thérapeutes, qui font par exemple des soins à distance. C'est une excellente possibilité. C'est bon pour le plomb? Il y a encore d'autres types de métaux, et donc de pierres par la même occasion. C'est le fer. Le fer, et donc tous les métaux ferreux, le plus connu de tous, c'est la pyrite, donc qui est un bisulfure de fer. Donc, pyrite. C'est un bon outil de protection pour certains cas uniquement. Le propre du fer, si vous avez l'occasion d'en prendre un jour et de vous intéresser, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire des ressentis énergétiques avec vraiment du fer pur. Je ne sais pas si ça vous est, ne serait-ce que l'idée vous est venue en tête d'essayer. Si un jour vous avez l'occasion de le faire, vous allez être très surpris des conséquences que ça peut avoir au niveau de votre aura. Le fer a une action dissipatrice. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, quand on va, par exemple, vouloir se protéger, on va faire une pointe en fer. Les anciens se protégeaient justement avec une canne qu'ils mettaient, et ils mettaient ne serait-ce qu'un clou au bout, et ça suffisait pour pouvoir se protéger. Ça dissipe l'énergie quand elle est concrétionnée. La pyrite est un bon outil de protection à partir du moment où on est confronté à une énergie qui est très dense. C'est-à-dire, en fait, dans quelque chose qui est volontaire. Une personne dont on sait pertinemment qu'elle veut nous agresser d'une manière ou d'une autre au niveau énergétique, ça devient un outil intéressant pour pouvoir s'en protéger. Mais là, on est vraiment sur ce qu'on appelle donc de la dissipation. Encore un autre cas. Le problème de la pyrite, mais également du fer en général, c'est que ce n'est pas forcément un outil. Bonjour. Excusez-moi. Mais je vous en prie, n'hésitez pas. Le problème de la pyrite et du fer en général, c'est que c'est un outil qui n'est pas forcément simple à utiliser quand on n'en a pas l'habitude. A l'inverse des précédentes, toutes les précédentes, on peut les porter simplement sur soi. On va en parler juste après. Mais la pyrite, c'est un outil vraiment à utiliser de manière volontaire et consciente pour éviter les soucis. Donc c'est quelque chose qui demande déjà plus d'entraînement. Alors là, on a vu tout ce qui permet de venir, j'ai envie de dire, c'est presque une jambe de bois, pour venir compenser votre propre incapacité à vous défendre. Alors c'est pas péjoratif, c'est normal, quand on n'est pas, à moins vraiment de s'entraîner, de s'habituer vraiment à renforcer justement son aura, elle est facilement perméable. Et donc facilement on peut être attaqué par une énergie résiduelle ou par des quantités d'énergie qui peuvent être en trop plein ou bien donc, des charges néfastes, négatives, qui peuvent nous arriver. Mais il y a également une autre possibilité dans tout ça. C'est celle de renforcer son aura. Il y a des pierres qui permettent ça. Alors on les aime pas. Non.
qui est bogie, tout ce qui est moki. Vous avez déjà dû en entendre parler alors. Les moki, ils n'ont aucun souci, les bogies, on n'est même pas certain que ce soit des vraies pierres. Ça fait partie un petit peu de la mythologie. Quoi qu'il en soit, dans l'absolu, c'est un travail donc, qui se fait avec officiellement une pierre mâle et une pierre femelle, et que quand on travaille avec l'une dans chaque main, ça permet de pouvoir rééquilibrer l'aura. En réalité, ça ne fait pas que rééquilibrer l'aura. Ce que ça fait, c'est tout simplement que ça permet de la renforcer. C'est-à-dire, en gros, ça la rend plus imperméable. Qu'est-ce que c'est l'aura? Alors, l'aura, il y a toujours mes super petits manuels. C'est un dégagement énergétique qui vous entoure. Parce que là, on ne prend pas beaucoup de risques. C'est un dégagement énergétique, de base. Mais, c'est pas juste là, comme ça, c'est pas juste pour faire joli. Alors, il y a tout le côté, genre, oui, mais c'est des plans, c'est notre double, dans d'autres couches énergétiques. Non, c'est pas le cas. L'aura, on est capable de la faire disparaître en intégralité, en bloquant simplement. Si vous vous intéressez à tout ce qui est médecine chinoise, vous avez dû entendre parler des différents points d'acupuncture, les nets, des choses comme ça, en bloquant certains points dans le corps humain, au niveau physique, on peut faire disparaître l'intégralité de l'aura. C'est d'ailleurs là qu'il y a le problème, c'est qu'au final, les thérapeutes énergéticiens sont là pour restaurer l'aura, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il est possible d'agir dessus. Donc c'est pas uniquement dans des plans différents, ça émane directement de qui nous sommes, donc de notre matière. Alors je disais, à quoi ça sert? C'est un petit peu le même objectif que la stratosphère, que toutes ces couches, si vous voulez, qui sont au-dessus de la planète et qui visent en gros à nous protéger des rayons gamma, etc., émis par le soleil, ou des petites pluies météorites qui pourraient nous tomber sur la tête en permanence, ça les détruit en vol. L'aura, sa première fonction, c'est de nous protéger d'une partie des agressions énergétiques. En gros, ça va tenter de pénétrer, et une bonne partie va être arrêtée, voire repoussée, plus ou moins, pour protéger l'individu. Ça, c'est la première fonction de l'aura. Mais c'est pas que ça. La deuxième fonction de l'aura, c'est d'être un indicateur de ce qui peut arriver. C'est-à-dire, en gros, vous êtes dans la savane, ne me demandez pas pourquoi vous y êtes, ça c'est plutôt à vous de me le dire, et il y a un lion qui débarque. Bon, vous pouvez très bien qu'il y ait une gazelle. Il y a un lion qui débarque. Vous savez qu'il est là, mais vous ne savez pas où. Vous avez entendu un bruit, mais vous ne savez pas ni combien ils sont, ni quoi que ce soit. Phénomène de peur. Instinctivement, vous allez propager plus d'énergie. Vous allez en dégager davantage. Votre aura, qui est normalement à peu près plus ou moins contenue dans 1 mètre, 1,50 m autour de vous, elle va s'étendre. Elle va devenir plus perméable, puisque étant donné qu'elle est obligée de s'étendre et que vous ne dégagez pas nécessairement beaucoup plus d'énergie, et ben ça veut dire qu'elle va être plus disparate. Comme ça. Mais elle va s'étendre. Vous avez déjà entendu parler peut-être du périmètre dans les disciplines asiatiques, dans les arts martiaux, etc. Le périmètre, c'est censé être une zone dans laquelle des personnes qui ont un grand niveau sont capables de ressentir tout ce qui rentre ou tout ce qui bouge à l'intérieur. C'est exactement la seconde fonction de l'aura. Quand quelque chose va pénétrer, vous allez le sentir. Prenons un exemple tout bête. Vous en avez déjà forcément aperçu. Vous êtes à un café, et d'un seul coup, vous retournez parce que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous regarder, spécifiquement. C'est pas juste de l'intuition. C'est parce que sa propre énergie, par le fait qu'il vous a regardé, est projetée dans votre direction. Et vous-même, naturellement, quand ça va pénétrer votre aura, vous le sentez. Quand vous êtes plus ou moins, que ce soit inattentif ou attentif, mais dans un état où vous n'êtes pas, par exemple, en train de papoter, donc en train de vous dissiper, vous êtes plus attentif à ce genre de choses. Naturellement, vous allez sentir que quelqu'un est en train de vous regarder, et vous allez vous retourner. C'est exactement ce principe. Quand on est stressé, quand on a peur, on est confronté vraiment à un phénomène de peur qui va faire que notre aura va se dilater. Donc ça, c'était pour la petite information. Revenons-en à notre petite aura de protection, bien comme il faut, à 1,50 m, 2 mètres à peu près, entre 1 et 2 mètres, autour de nous. En temps normal, c'est-à-dire si vous ne pratiquez aucune discipline particulière, vous faites pas de la méditation, etc., bah, votre aura, elle ne ressemble pas vraiment à un œuf, de manière générale, d'ailleurs elle ne ressemble pas souvent, c'est relativement rare, elle va plutôt ressembler à
quelque chose qui va être plus ou moins parfait, plus ou moins vague. Ça, c'est essentiellement dû au fait, c'est ce qu'on appelle l'instabilité énergétique de l'aura. Quand vous allez voir généralement des thérapeutes énergéticiens, le premier truc sur lequel ils vont vérifier, c'est justement s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite, s'assurer qu'il n'y ait pas de trou, s'assurer qu'il n'y ait pas de choses comme ça, parce que tous ces espaces qui sont plus fragiles, entre guillemets, sont des points d'entrée plus aisés pour une énergie extérieure, pour des choses qui viennent de l'extérieur. Ça, on va dire, ça représente plus ou moins l'aura d'une personne normale, lambda, qui ne s'intéresse pas du tout à toutes les disciplines, qui, pour elle, c'est de la bêtise et basta. Quelqu'un qui va pratiquer régulièrement la méditation, qui va être en mesure de vraiment travailler sur lui, va avoir une aura qui va être beaucoup plus propre. J'aime bien, il y a des gens qui font un petit peu l'air d'une flamme d'allumette. C'est pas forcément très réaliste, mais c'est plutôt assez symboliquement parlant intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, votre aura, elle coule, un peu à la manière de l'eau. Elle est quelque chose de très lisse. Ça, c'est la base déjà pour avoir vraiment une aura qui permet de bien se défendre. Ça veut dire que vous n'avez plus de trous, ça veut dire qu'il n'y a plus de fragilité vraiment dans votre aura. Elle est relativement lisse. C'est pour ça que certains la représentent comme un œuf. Quand vous la renforcez, en travaillant sur vous vraiment au niveau énergétique, vous allez donc garder un petit peu la même chose, mais ce qui se passe, c'est que par contre, au lieu d'être une aura toute douce, etc., ça va être une espèce de grosse protection super solide qui vous protège à l'extérieur. Ça demande beaucoup de temps de travail. Mais, avec des pierres comme les bogies et les moquis, on peut procéder à ce qu'on appelle un rééquilibrage. C'est-à-dire qu'en fait, votre aura, bien même elle ressemblerait à rien comme on l'a vu au début, rapidement, elle aura non seulement une forme beaucoup plus adaptée, donc beaucoup plus lisse et bien moins trouée, bien moins disparate, on va dire, donc beaucoup plus à même de pouvoir vous protéger, mais en plus, elle se renforce, ce qui permet de la rendre plus imperméable et donc moins à même de souffrir de toutes ces attaques énergétiques. D'accord? Alors je vous disais, le problème c'est que là on a vu des métaux, on a vu des pierres, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont du mal à aller les unes avec les autres. Et c'est là d'ailleurs le principal souci. Quand vous allez avoir besoin d'une pierre de protection spécifiquement, n'oubliez jamais qu'il vaut mieux en avoir une seule qui fasse correctement son travail, plutôt que d'en porter 10 on vous dit c'est génial, c'est des pierres de protection, mais qui auront des actions qui seront disparates. Il y a beaucoup d'actions qui s'annulent. Tourmaline noire, obsidienne, ça s'annule. Œil de tigre, tourmaline noire, ça s'annule. Plomb, ça s'annule pas avec grand-chose. Le fer, tiens, ça. Fer, donc la pyrite, avec l'obsidienne, mauvaise idée également. Ça va dissiper une grande partie de l'action énergétique, je disais, qui était répulsive. Donc ça va faire des trous à l'intérieur. Donc autant dire que ça ressemble à du nucléaire, c'est une mauvaise solution. Alors, il y a quelques-unes quand même qui peuvent très bien se marier. Par exemple, obsidienne avec l'œil de tigre. Ça se marie plutôt pas mal. C'est pas parfait, mais c'est plutôt pas mal. Ça fait une bonne action. L'obsidienne, la labradorite, c'est pas mal non plus. On parlait tout à l'heure de la shungite, vous pouvez utiliser de la shungite par exemple avec la tourmaline noire. Ça marche plutôt pas mal. Ce qui est important, il vaut mieux aller vers une pierre que vous allez vraiment porter, vous pouvez en porter en pendentif, en bracelet, etc., plutôt que d'en avoir 25. Alors comme je papote beaucoup, et qu'il est déjà moins le quart, je vais essayer de faire quand même rapidement un autre petit point sur la taille des pierres pour la protection. Parce que ça c'est quelque chose qu'on me demande assez régulièrement. Quelle taille pour une pierre de protection? Tout dépend de l'usage que vous allez en faire. Si c'est à porter sur vous, une pierre qui va faire 3 cm de diamètre, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'avoir une pierre qui fasse 5 kg à votre cou. Ça, c'est l'argumentaire marketing pour vous vendre plus de pierres et plus cher. Mais ce n'est pas le cas. Une petite pierre a une influence. Une petite pierre comme ça, donc là elle est un peu plus grosse, mais bon, dans l'absolu, il faut savoir que la plupart des pierres roulées, donc je ne vous parle même pas des cristaux, juste la pierre roulée qui est la base de la base, c'est-à-dire elle n'a plus de forme correcte extérieure, etc. Une pierre de 3 cm, ça a à peu près 30 à 40 cm de diamètre. Donc si vous portez, comme ça par exemple, imaginons une tourmaline, au niveau du cou, vous faites tomber un petit peu,
Ça veut dire que ça va protéger, comme je vous disais, à peu près largement au niveau du plexus solaire. C'est-à-dire en fait le point d'entrée principal par lequel pénètrent toutes les attaques énergétiques. Donc déjà, de ce point de vue-là, vous êtes protégé. Pas besoin de s'amuser à prendre une énorme pierre, une petite de 3 cm suffit. Si plutôt que de prendre une pierre roulée, vous prenez un cristal, voilà. Si vous prenez un cristal, là on est plus sur 30 cm. On peut aller potentiellement jusqu'à plusieurs mètres selon la variabilité de pierre. Donc, autant dire que là, ça vous baignez complètement dedans. Donc, c'est pas vraiment la taille de la pierre qui importe quand vous le portez sur vous. Vous pouvez également porter un bracelet, mais n'oubliez jamais un détail. Si vous faites ça avec une pierre roulée et des petites pierres roulées, par contre, vous ne protégez plus le plexus. Donc, ça veut dire que vous êtes la merde. C'est des petits détails à la con, mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément et qui, malheureusement, ont largement prouvé leur efficacité à l'envers. Souvent, on cherche aussi à protéger les lieux. Là, par contre, le problème se pose davantage. Vous avez une pièce comme celle-là, c'est sûr que si vous mettez une petite pierre roulée au milieu, autant dire que ça ne va rien protéger du tout, ça va protéger la surface d'un carrelage. Pas très pratique. On va privilégier des pierres en moyenne qui vont faire entre 4 et 500 grammes pour 12 mètres carrés. En moyenne, c'est-à-dire 12 mètres carrés, c'est la taille d'une petite chambre en général. Donc c'est des tests qui ont été faits. On va privilégier une pièce de 3 à 400 grammes pour ce genre de taille. Quand elle est polie. Si vous avez un cristal naturel, imaginons une tourmaline noire, on en trouve des très belles d'ailleurs sur la bourse. Là, vous n'avez pas forcément besoin parce qu'en termes de propagation, ça va être beaucoup plus large. Donc on va dire qu'une de 300-400 grammes va pouvoir faire pratiquement 20 mètres carrés. Vous n'aurez pas le même souci. Par contre, je vous disais tout à l'heure, il y a un phénomène qui est important à prendre en considération. Les pierres qui absorbent, il va falloir les purifier. Une pierre comme la tourmaline noire, si elle est confrontée à beaucoup de choses, si vous la mettez chez vous, il va falloir la purifier plus régulièrement parce qu'elle va absorber davantage de choses. Plus elle va prendre en charge une grande partie, plus il va falloir la purifier régulièrement. Par chance, plus elle est grosse, moins on a besoin de la purifier. Donc c'est aussi pour ça que les tailles, n'hésitez pas, quand c'est pour votre environnement, n'hésitez pas à prendre des pierres relativement massives, ce sera toujours bénéfique, on va dire. Toujours en plus. Mais n'oubliez pas de les purifier régulièrement. Œil de tigre, obsidienne, vous pouvez les purifier une fois de temps en temps, ça ne posera pas exactement le même souci puisqu'elles absorbent peu. Mais voilà, tourmaline noire, shungite, n'hésitez pas toutes les semaines, voire même parfois tous les jours si vous savez pertinemment qu'il y a des gens qui ne vous veulent pas du bien. Comme je vous le disais, pour la tourmaline noire, vous vous rendrez rapidement compte que vous ne purifiez pas assez souvent si vous voyez qu'elle vous claque. Tout simplement. Si vous voyez qu'elle se casse, c'est qu'il était trop tard pour le faire. Alors, je vais parler de l'électromagnétisme, mais également, juste d'un détail, je vous disais au tout début, vous avez les attaques qui viennent de l'extérieur, mais vous avez aussi, ne jamais les oublier, et notamment pour la tourmaline noire, vous avez tout ce qui vient de vous-même. On reste notre principal pourvoyeur d'énergie néfaste. Il ne faut pas toujours penser que c'est le voisin. Vous savez, ce qu'on appelle l'auto-envoûtement, c'est quand même 95% des cas d'envoûtement. En gros, oh là là, lui il m'a regardé bizarrement, je suis sûr qu'il a une tête à faire de la machine noire, il m'a envoûté, c'est sûr, oh là là, ma voiture elle a cassé ce matin, je dois être sujet à tous les maléfices du monde. Ça, c'est ce qu'on appelle l'auto-envoûtement. La personne, elle est peut-être très gentille, elle vous a peut-être rien fait. Ça veut dire que par contre, vous-même, vous allez émettre. La tourmaline noire est alors une excellente pierre de protection. Si vous faites ça avec de l'obsidienne, ça ne changera strictement rien. Puisque c'est déjà vous, donc vous salissez vous-même, entre guillemets. Donc l'obsidienne, elle peut protéger ce qui vient de l'extérieur, pas de ce qui vient de vous-même. Donc, en fonction des situations, vous voyez qu'on n'utilise vraiment pas du tout le même genre de pierre. Électromagnétique, on va aller encore un peu plus vite. Les pierres les plus connues, évidemment, tourmaline noire, shungite, qui sont vraiment connues pour ça. On va avoir également le plomb qui est un bon, là où on est sûr, parce qu'il faut faire très attention. On vous dit les pierres, ça protège de l'électromagnétisme. Gardez juste en mémoire qu'en réalité, ça ne vous protège pas, ça vous aide à mieux le supporter. Ça ne vous protège pas, c'est-à-dire que si vous mettez une tourmaline noire, que vous mettez une borne Wi-Fi, je peux vous assurer que si vous le mettez de l'autre côté avec votre compteur, etc., pas les compteurs GGR, mais des équivalents pour les gens, je peux vous assurer que ça n'aura pas bougé d'un iota, ça n'aura pas diminué. D'accord ? Par contre, ça vous aide, si vous voulez, ça va avoir un impact sur la manière dont vous le vivez. C'est-à-dire que ça va diminuer les effets néfastes que ça peut avoir sur vous. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce sont des pierres de protection électromagnétique. Mais voilà, il ne faut pas s'attendre à ce que ça résolve votre problème en intégralité. D'accord ? Il vaut mieux couper votre borne Wi-Fi. Voilà, je pense qu'on avait fait un aperçu rapide de tout ça.
Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. La tourmaline noire, on peut la mettre sur une table de chevet Tout à fait. la nuit. Oui, tout à fait. C'est une très bonne pierre justement pour protéger, notamment justement que ce soit pendant les agressions nocturnes, ça en fait une pierre intéressante. Néanmoins, pour la tourmaline noire, il est pas, enfin pour la nuit, j'aurais plutôt tendance à conseiller l'obsidienne, qui repousse en fait la plupart des entités également potentiellement qui peuvent venir vous agresser. Tout ce qui est vampire énergétique, donc vampirisme nocturne, etc. Ça va être plus adapté. Et pour les portables Alors pour les portables, soit on ira sur la tourmaline noire, soit on ira, comme je vous disais, sur la Shungit. Aujourd'hui on en trouve maintenant enfin à un prix à peu près décent, parce qu'il faut voir que la Shungit à l'origine ça valait 3 à 4 euros du kilo, même des super belles qualités qu'on vend 3 à 400. Donc maintenant les prix sont retombés, on les vend un peu moins cher que ça en général, mais voilà, malgré tout il faut bien penser que le prix n'est pas dû à son effectivité, il n'est pas proportionnel à son efficacité, mais au buzz marketing qui a été fait autour. Après, c'est une pierre qui est quand même efficace, hein. Je ne crache pas dessus, mais juste, je crache sur tout le marketing qui a été fait autour pour pouvoir valoriser le prix. Voilà. Et la Shungit, donc si vous mettez sur le téléphone, comme elle absorbe également, donc ça veut dire qu'il faut la nettoyer. Alors, oui, mais elle n'absorbe pas par contre le niveau électromagnétique. Elle n'absorbe pas l'électromagnétisme. C'est pour ça que je vous disais, il faut bien faire la distinction, ça n'a pas d'impact au niveau, pas d'impact direct sur l'électromagnétisme. Par contre, oui, ça absorbera les charges négatives. C'est pour ça que il faut savoir en fait ce que vous mettez en faire. Si votre objectif c'est de protéger des ondes vraiment juste électromagnétiques et tant pis pour le reste, vous n'avez pas besoin de la purifier, c'est pas très grave. Si par contre vous voulez purifier tout, bah, j'ai envie de vous dire, le problème c'est que les pastilles qu'on met sur les téléphones portables c'est grand comme ça. Donc c'est bien pour protéger de l'électromagnétisme, par contre pour vous protéger vous, ça va être léger quand même. Donc vous pouvez la mélanger avec une pierre. Bah, ce qu'on va faire c'est que sur le portable on mettra une petite truc électromagnétique, enfin pour protéger de l'électromagnétisme, et par contre après sur soi on prendra vraiment une pierre de protection. Si vous êtes tout le temps collé à votre portable ou vous l'avez tout le temps dans la poche, par contre, gardez toujours en mémoire que ça veut dire qu'il faut aller avec une pierre qui va dans le même sens. Évitez, par exemple, de mettre sur votre téléphone une Shungit et au cou un œil de tigre, par exemple. Parce que là, vous êtes bon pour vous flinguer. Si vous êtes tout le temps au téléphone et qu'en même temps, ça va faire que les deux pierres vont se faire vraiment, vont se contrer l'influence. Si vous mettez, un exemple tout bête, à la cheville, vous mettez un petit bracelet en œil de tigre, il ne sera d'aucune efficacité. Il faut juste... Donc là, par contre, si vous voulez porter une pierre absorbante au niveau du plexus, pas de problème, parce que je vous disais 30 cm plus ou moins. Donc là, vous protégez votre jambe avec le tigre. Et au niveau des bras, c'est pareil. Au niveau des bras, c'est pareil. C'est le même phénomène. C'est pour ça qu'encore une fois, mieux vaut rester sur une pierre spécifique que l'on va choisir, ou choisir des pierres qui s'accordent entre elles. C'est vraiment quelque chose, on a tendance à trop considérer que toutes les pierres peuvent avoir des vocations de protection, etc. Je pense que là, on a pu voir justement que ce n'était pas le cas. Surtout, elles n'agissent pas toutes de la même manière. C'est la raison pour laquelle il est tellement important de bien comprendre dans quel cas on va utiliser telle ou telle pierre, et surtout faire attention au mariage qu'on va faire. Certains ont tendance à vous conseiller toutes les pierres ensemble, parce que ça permet de vendre davantage. Ce n'est pas dans votre intérêt de le faire. Il vaut mieux privilégier une seule. Oui. Mais le cristal de roche peut se marier avec... Alors voilà, le cristal de roche n'est pas une pierre de protection en soi, c'est une pierre qui amplifie. Donc elle peut se marier avec n'importe quelle pierre, ça ne pose strictement aucun souci. Mais encore une fois, c'est pour ça que je n'ai cité que ces pierres-là, que sur des pierres de protection. C'est-à-dire que quand les actions de protection sont différentes, il ne faut pas les marier entre elles. Après, rien ne vous empêche de porter des pierres qui n'ont rien à voir. Voilà, si vous pouvez très bien porter un grenat avec n'importe laquelle de ces pierres. Ça n'aura pas d'effet vraiment néfaste au point de vue de la protection. C'est vraiment le cristal de roche. Le cristal de roche va amplifier. Si vous prenez par exemple une petite tourmaline noire, un petit morceau, un petit pendentif en tourmaline noire polie, que vous mettez ça avec le cristal de roche, au lieu de faire 30 cm, on sera plutôt sur 40 ou 50. Ça peut résoudre le problème si vous n'arrivez pas à trouver une pierre qui puisse convenir en termes de taille. Pareil chez vous, au demeurant. Mais il ne faut pas non plus vous attendre, on dit souvent, voilà, ça propage davantage. C'est vrai, ça propage davantage, mais il ne faut pas, à moins vraiment de faire des schémas, donc en utilisant par exemple des quartz laser qui sont répartis autour de la pierre pour propager davantage son aura. Dans le cas contraire, ça ne fait que renforcer un petit peu et élargir un petit peu. On n'est pas sur un truc genre vous allez mettre une petite pierre coulée à côté d'une autre sur 15 km, d'accord? Il faut rester réaliste. Les pierres, c'est des éléments qui peuvent être fantastiques, mais il ne faut pas attendre d'eux plus qu'ils ne sont capables d'apporter. Oui. Quand on agit mal la pierre, est-ce qu'on abandonne définitivement ou on peut essayer évidemment Alors vous pouvez essayer parfois, donc là c'est plus du domaine de la lithothérapie à proprement parler. Là j'aurais plutôt tendance à vous conseiller plutôt d'aller voir un lithothérapeute pour pouvoir répondre à une telle question. Néanmoins, globalement, si une pierre vous la vivez mal ou que vous ne la supportez pas, c'est qu'il y a une raison sous-jacente à ça. Si vous arrivez à trouver la raison de ce blocage, vous pouvez très bien ensuite faire différents essais par la suite pour essayer de reporter cette pierre-là. Mais
ça se développe rarement comme ça tout seul. Donc c'est vrai que généralement ça implique un travail pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'une pierre ne nous convient pas du tout, et ensuite voilà, pour débloquer on va dire le problème. D'autres questions? Oui, s'il vous plaît, j'ai lu pas mal de livres sur les pierres, mais j'ai jamais vu en fait vous donner le concept d'absorption impulsive. Alors c'est normal. Le problème c'est que la plupart des livres sur les pierres, vous avez deux types de livres aujourd'hui sur les pierres, enfin trois. Les livres de minéralogie qui de toute façon ne prennent pas du tout ça, c'est qui passe, qui reste quand même très intéressant si vous vous intéressez même ne serait-ce qu'à la lithothérapie, hein, c'est la base. Vous avez ensuite les ouvrages de lithothérapie, alors qui portent bien son nom. L'objectif c'est le soin. On est là sur essayer principalement de voir quelle action ça a sur nous, sur le corps physique. C'est-à-dire vraiment, on va vous mettre une pierre au niveau mental, etc. Mais en gros, l'action sur l'humain. On n'est pas sur essayer de comprendre comment fonctionnent tous les principes à l'intérieur même de la pierre. Et enfin, on a le troisième type qui est le domaine de la magie des pierres. La magie des pierres, ça va être essentiellement tous les contacts qu'on peut avoir, je sais pas, un exemple bête, c'est Jules Dieu, par exemple. Jules Dieu, on n'est pas dans la lithothérapie, on est dans la magie des pierres. Si vous regardez la plupart des propriétés, ça va vous permettre de contacter une entité, un ange, d'améliorer des choses dans votre vie, etc. On n'est pas sur de la lithothérapie. La lithothérapie, c'est spécifiquement, vous avez une pierre, vous avez un problème, par exemple, je sais pas, vous êtes en pleine dépression, vous voulez une pierre pour vous aider à combattre cette dépression, là on est de la lithothérapie. Vous avez un mal, par exemple, vous avez je sais pas, des soucis aux articulations, vous allez prendre une pierre spécifiquement pour ce truc-là, on est dans la lithothérapie. Si par contre c'est pour contacter les anges, vos anges gardiens, vos ancêtres, ou faire de la voyance ou n'importe quoi, on est dans le domaine de la magie des pierres. C'est trois livres différents. Pourquoi est-ce que vous avez jamais entendu parler de tout ça? Pour une raison toute simple, c'est que la plupart, je vais le dire sincèrement, la plupart des gens qui ont écrit des bouquins en ont juste rien à foutre. C'est pareil, bizarre. Mais le souci, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'usage des pierres, que ce soit dans la manière moderne, on va dire, de les utiliser en magie, ou la lithothérapie, qui a à peine une trentaine, quarantaine d'années, il ne faut pas penser que ça date de toujours, même s'il y a eu un usage des pierres à toutes les époques, il n'empêche que la lithothérapie est une discipline récente. La plupart des auteurs s'en foutent, sont sincèrement totalement désintéressés, ils ne s'intéressent pas à comprendre comment tout ça fonctionne, ils sont intéressés à voir quelles conséquences ça pouvait avoir, rien de plus. Moi, la raison pour laquelle je peux vous parler de choses comme ça, c'est que ce qui m'intéresse, moi je ne suis pas du domaine du tout de la lithothérapie à la base, absolument pas. Mon domaine à moi, c'est l'énergétique et la magie. C'est de là que je viens, c'est de ce milieu-là. Je travaille depuis maintenant presque une dizaine d'années, justement à essayer de comprendre les phénomènes, pas seul, parce qu'essayer de les comprendre tout seul, ça revient à faire de l'expérimentation personnelle et ça mène à rien. Mais j'ai eu la chance de travailler avec des groupes de recherche un petit peu partout dans le monde, essentiellement aux États-Unis, en Angleterre et au Canada, qui eux par contre font ça par groupe de 200-300 individus. Donc ça permet d'avoir vraiment des gens qui sont spécialisés dans la recherche à proprement parler. Et c'est comme ça qu'on découvre au fur et à mesure tous les fonctionnements que vous utilisez au quotidien, que ce soit dans le magnétisme. On parle de magnétisme, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. Mais il y a des gens qui font des études derrière pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Il faut savoir que de plus en plus d'ailleurs, il y a des vraies universités qui s'y intéressent. Ce n'est pas que des gens dans notre milieu directement qui s'y intéressent. Par exemple, vous avez l'université de Princeton qui s'est beaucoup intéressée au Reiki ces dernières années. Énormément. Vous pouvez trouver la plupart d'ailleurs des publications qu'ils ont pu faire sur Internet en cherchant un petit peu. Vous verrez, il y a des publications absolument fantastiques à la fois sur les effets, mais également sur les méthodologies, les protocoles qui ont été expérimentés pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Donc voilà, c'est des choses. Alors tout, vous ne pouvez pas tout trouver malheureusement, et j'aimerais bien vous conseiller un bouquin, malheureusement il n'y en a pas à l'heure actuelle. Moi-même je suis en train d'écrire un, mais ça fait 2 ans et demi que j'écris dessus, parce que comme vous pouvez le voir, c'est très complexe comme phénomène. C'est pas quelque chose qui s'écrit en 3 jours, sinon on se perd complètement. J'espère le finir l'année prochaine, mais j'ai pas la certitude. Donc voilà, c'est vraiment la plupart des principes de base. J'ai écrit un livre sur la purification il y a 3 ans de ça. Ouais, c'est ça. 3 ans de ça. 2 ans. 2 ans de ça, et vous pouvez trouver déjà les explications superficielles sur tous ces principes-là à l'intérieur. Superficielles pourquoi? Pour la simple raison que vouloir expliquer tous les phénomènes au fur et à mesure, c'est très complexe. On aime bien penser que la magie, c'est magique, et tout s'explique, sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a rien de magique dans la nature, il n'y a rien de surnaturel. Ça fait partie de la nature, ça fait juste partie de la face invisible qu'on ne voit pas, qui n'est pas là, qu'on ne peut pas toucher à proprement parler, mais il est possible de l'étudier, et surtout, tous les phénomènes qu'on observe dans nos disciplines découlent de phénomènes sous-jacents. Et moi, ce qui m'intéresse, et ce qui me passionne depuis des années, c'est justement la recherche et la compréhension de ces phénomènes-là. Donc, c'est un petit peu... Peut-être, je ne peux pas être partout. J'essaye, mais c'est difficile. On a une association aussi de la recherche à ce niveau-là vous intéresse, qui est l'IFRP, donc qui est l'Institut français de recherche en panergologie, qui a été créé donc, il y a une année à peu près. On est à peu près 70 aujourd'hui à faire des recherches à ce niveau-là. Donc, si participer à ce genre de travaux vous intéresse, il suffit
de postuler. Tout le monde peut y participer, c'est quelque chose de très simple. Pour y participer, c'est simple. Après, par contre, pour remplir tous les tests de validité des résultats, etc., là, c'est plus complexe. On a des vrais protocoles qui sont assez compliqués, mais ça, j'aurai l'occasion, si vous revenez l'année prochaine, de faire une conférence spécialement sur le domaine de la recherche en ésotérisme et en énergétique. Ce sera absolument. Ouais. Bon, après, si vous voulez, alors, oui, je vais juste. Si vous avez d'autres questions, etc., parce que je pense qu'il est déjà il est 13h. Si vous avez d'autres questions, dans l'espace Cristal et Santé, j'ai un stand avec la maison. Moi, je suis écouteur à la base, hein, donc j'ai un stand directement, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions. Je vais continuer un petit peu, puisqu'il n'y a personne qui attend juste après pour prendre la salle. Mais bon, voilà, si après vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à venir. Oui, qu'est-ce que vous pensez du mica, la pierre de sel et du cuivre? Alors, la pierre de sel, c'est de la halite. J'en ai pas parlé pour une raison toute simple. C'est que la halite, en fait, est une pierre utilisée pour la purification et pas pour la protection. Elle peut agir à la manière d'une tourmaline noire. Sauf que, je vous disais tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous disais, la tourmaline noire, c'est 90-10. C'est-à-dire, en gros, 90% sur trait d'absorption et 10% d'émission. Le problème, c'est que le sel, donc la halite, on est au minimum, et je précise au minimum, simplement pour que vous allez comprendre pourquoi, sur du 95,5. Je dis minimum, pour raison toute bête, c'est qu'on n'est pas en mesure de pouvoir avoir une validité de résultat qui aille plus loin. On considère qu'on a toujours entre 5 et 10% de marge d'erreur quand on fait les mesures, si vous voulez. Le souci, c'est que là, 95,5, on est à peu près certain que c'est le minimum, mais on pourrait très bien aller vers 98, 99 en réalité. Sauf qu'on n'a pas des outils suffisamment précis pour pouvoir mesurer avec certitude le pourcentage. D'autant plus que ça dépend également du sel, par exemple, selon ce qu'il peut y avoir dans la halite, du fer, ou d'autres éléments. Donc qui peuvent avoir un impact également sur la capacité vraiment d'absorption. Donc on considère que c'est 95,5. C'est énorme. Le souci, c'est que ça veut dire que ça va également absorber votre propre énergie. Pas uniquement en gros ce que vous dégagez, mais littéralement ça va pomper votre propre énergie. Le souci également du sel, c'est que c'est tout simplement que en gros la capacité d'absorption est tellement importante que la rapidité d'absorption et de saturation est très importante aussi. C'est pour ça que vous l'utilisez pour purifier vos pierres d'ailleurs. Quand vous mettez, on vous dit, bah voilà, vous allez mettre vos pierres sur du sel ou dans de l'eau salée, en 1 heure, elles sont purifiées. Oui, parce que le problème, c'est que le sel, quand vous allez mettre votre pierre, vous allez mettre votre petit bol rempli de sel. C'est du sel. En gros, ce qui se passe, c'est que ça va tout absorber. Mais là, c'est vraiment une pompe. C'est pas juste un côté comme avec l'eau, où en fait l'eau passe, et au fur et à mesure, ça enlève un petit peu. Non, non, là, ça va pomper en profondeur complète. Si vous mettez ça sur vous, déjà il vous falloir un sacré gros bloc pour compenser tout ce que ça va absorber. Donc là, je vous disais tout à l'heure que vous en mettez un truc de 3 kg. Là par contre, je pense qu'il faut prendre, vous savez, les lampes de sel pour les mettre au bout. Et la purifier tous les jours. Le paradoxe va être que comme on est sur une pierre ultra absorbante, donc il n'y a rien de plus absorbant sur Terre que la halite. Enfin du moins, à ce jour, on ne connaît rien de plus absorbant que la halite, que le sel. Comment vous purifiez un truc qui ne peut pas être purifié puisqu'il absorbe en permanence? On détruit en fait les charges, on peut difficilement enlever l'énergie, on va détruire les charges en fait en le faisant cuire, entre guillemets en le faisant chauffer, c'est-à-dire que quand il se transforme d'état, la charge est détruite, mais c'est très compliqué. Sur du petit sel de mer que vous utilisez pour purifier vos pierres, c'est parfait, par contre sur un bloc de sel, je vous laisse imaginer la complexité du phénomène. Donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas ça. Par contre dans l'environnement, on peut utiliser effectivement du sel, des petits bols qu'on va mettre par exemple dans des pièces qui va permettre non pas de protéger des charges néfastes, mais au moins des énergies résiduelles. Là, c'est un phénomène, je ne vais pas avoir le temps d'en parler, je l'avais traité l'année dernière dans la conférence. Il y a un livre sur la purification dont je vous parlais, que j'ai écrit il y a 2 ans de ça, vous trouverez toutes les explications à l'intérieur. Parce que sinon, on a une conférence de 2 heures. Donc la pierre du sel sert à un moment à purifier. Ben, en fait, La pierre, mais d'ailleurs, c'est. lampe à sel. Alors justement, le problème de la lampe de sel, si vous en avez chez vous, vous avez peut-être remarqué le souci. Vous savez, quand vous l'allumez, si vous avez un peu d'humidité chez vous, elle suinte. Vous avez déjà vu ça? Le problème, c'est que quand vous l'allumez, vous la faites chauffer. Également, puisqu'il y a une lampe à l'intérieur. Quand elle chauffe, je disais, la raison pour laquelle on fait chauffer le sel, c'est parce qu'en fait, quand la chaleur augmente d'un matériau, quel qu'il soit, en demeurant, il propage davantage d'énergie vers l'extérieur. Donc en gros, il se débarrasse du trop-plein. Le problème, vous allumez votre petite lampe de sel, qui a absorbé toutes les saletés négatives, tout ce qui est néfaste pendant 6 mois. Puis là, vous n'avez pas utilisé du tout parce que vous n'avez pas envie, vous n'étiez pas chez vous. Vous l'allumez. Ça
ça va tout dispatcher dans l'environnement. 6 mois d'accumulation, si vous dormez à côté de ça, il ne faut pas vous étonner d'avoir un ulcère dans les 2 semaines qui suivent. Voilà, c'est un peu le principe. Donc, au demeurant, la lampe de sel est souvent considérée comme étant quelque chose de génial. Il y a eu un énorme buzz il y a une dizaine d'années de ça à peu près. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle c'est moins mis en avant, c'était à l'époque où ça avait été, il y avait une véritable propagande autour de tout ça. Il y avait des bouquins qui étaient sortis pour vanter les mérites, des ions négatifs, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a encore 1 ou 2 bouquins qui traînent, mais en gros, il n'y a plus cette mise en avant, ce côté il faut que vous achetiez, c'est génial, simplement parce qu'il y a eu plein de problèmes réellement. Il y a eu plein de gens qui ont eu des vrais soucis, des vrais problèmes de santé. Simplement, ils ont viré les lampes de sel et le problème a été résolu en 10 jours. Donc, c'est pour ça que, n'oubliez jamais, je vous disais tout à l'heure, les tiers marketing, juste comme ça, n'oubliez jamais, quand il y a des marketing très forts autour de Pierre, soit on a 200 ans de recul pour pouvoir savoir exactement qu'est-ce que ça fait, soit quand on vous dit c'est génial, ça vient de sortir, interrogez-vous sur le côté, ok, ça vient de sortir, mais vous aviez testé un médicament expérimental dont on ne sait pas encore ses actions réelles, dont on n'a pas de recul. C'est ce qui s'est passé pour la shingite. C'est ce que j'ai dit en fait, vous n'étiez pas encore là avec l'expérience, c'est exactement ça. C'est le problème. Au final, on sait que ça a des actions positives, mais on ne sait pas ce qui est du domaine de la croyance, on ne sait pas ce qui est du domaine réel. Et le problème, c'est qu'on prend tout. On ne fait pas le choix de dire ça je veux bien prendre, mais ça je ne prends pas. Non, on prend tout. Et donc en fait, on ne maîtrise pas encore forcément les conséquences à plus ou moins long terme. D'où l'importance de toujours, de ne pas se lancer sur quand on vous dit c'est la pierre qui va guérir le cancer, qui va guérir le sida, qui va résoudre la faim dans le monde, qui peut tout faire. Dis-vous qu'il y a peut-être un petit souci quelque part. C'est bizarre, du coup, la cheville, c'est une pierre qui absorbe, qui fait les deux, qui... Elle est émissive, mais la plupart des matériaux sont émissifs et absorbants, il faut voir. Elle est presque à 55. On doit être sur du 60-40 en vrai. Encore une fois, c'est très difficile de l'étudier parce qu'elle bénéficie encore aujourd'hui d'une aura, entre guillemets, qui est reliée directement à toutes les pensées des gens. C'est le principe d'égrégore. Donc non plus, je ne vais pas en parler pour une heure. Mais en gros, le principe d'égrégore, chaque fois que des gens vont partager une conception commune, ils vont donner naissance, alors plus ou moins, au moins ils vont donner naissance pas forcément à un égrégore à proprement parler, parce que l'égrégore c'est vraiment quelque chose qui a pris vie, mais au moins à une pensée commune, si vous voulez, qui va s'agglomérer, donc qui va être un réceptacle pour toutes les informations. Tout le monde, bon, si demain, par exemple, vous prenez n'importe quelle pierre, on décide de s'amuser un petit peu, je vous dis, une pierre pas connue, le galet de sélénite. Il est connu, mais il n'y a pas grand-chose dessus. Le galet de sélénite, je sais pas, on trouve une super propriété, on se concentre tous, vous dites ça à tous vos amis, c'est la pierre géniale qui peut faire telle chose bien spécifique, un truc vraiment absurde, vous verrez que vous aurez cette propriété-là réellement. Par contre, du jour au lendemain où nous on va plus y croire parce qu'on sait que c'est une connerie, il n'y aura plus rien. Et ce sera plus. C'est le phénomène vraiment, c'est ce qu'on pourrait appeler le phénomène de buzz. C'est un petit peu le principe, vous savez, c'est tout le monde, c'est quand il voit, on partage sur internet, et tout le monde, c'est génial, tout le monde oublie au bout de moi. C'est un peu le même principe. Voilà. C'est l'effet placebo appliqué aux minéraux, quoi. D'une certaine façon, oui. À ce près que l'effet placebo, c'est un phénomène purement mental qui agit sur le corps. Mais alors que là, on agit sur l'extérieur. Mais dans l'absolu, c'est le même principe. C'est-à-dire que c'est à la même origine de fond. C'est le même principe. Voilà. Écoutez, si vous avez d'autres questions, vous êtes en temps, n'hésitez surtout pas. Merci. Comment tu vas aujourd'hui? Ça marche. Attendez, je récupère juste la canne.